Bon, moi, je suis absolument ravie de partager cette soirée avec vous pour pouvoir débattre de choses qui me paraissent effectivement très importantes. Ce que devient le travail, ce qu'on lui fait, ce qu'on fait faire aux gens quand ils travaillent. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'aborder dans l'heure qu'on me laisse parler à peu près, ou 3/4 d'heure. Ou... Allez-y, parlez librement. Bon, il faudra bien que je m'arrête quand même à un moment donné. Alors, peut-être pour partir, pour entamer la réflexion, il faut essayer de revenir à ce qui correspond au fondement du management moderne. Quels sont, en gros, les objectifs que se fixe le management moderne? Et moi, je pense que si on revient sur la réalité du contrat de travail salarial, les problèmes que ça pose aux directions d'entreprise, les problèmes que ça pose au management, on comprend mieux quels sont les enjeux qui sont les leurs et les tactiques et les stratégies qu'ils mettent en place et les problèmes que ça pose aux salariés. Et repartons donc du contrat de travail, et il faut admettre le fait que si on est manager, il y a une difficulté majeure qui se pose à tout management. C'est la possibilité d'imposer son emprise sur les salariés et la possibilité de les faire travailler selon les critères et selon les valeurs qui sont celles de l'entreprise, ce qui sous-entend de faire renoncer les salariés à leurs propres valeurs et à leurs propres intérêts. Et là, on trouve les bases de ce qui est un contentieux fondamental, éternel, on pourrait dire, au cœur du contrat de travail. C'est qu'il y a des intérêts différents, des valeurs professionnelles différentes, et que tout l'enjeu quand on est employeur, quand on fait partie d'une direction d'entreprise, c'est de trouver les formes d'organisation du travail et les formes de mobilisation des salariés qui permettront d'imposer des critères d'efficacité, de rentabilité du travail, d'imposer des manières de travailler, d'imposer un point de vue, au fond, sur ce qu'est le travail, sa finalité et la manière dont il doit se faire. C'est véritablement le cœur de l'enjeu, et il y a toujours un contentieux inépuisable à la base et un conflit irréductible d'intérêts comme un conflit irréductible de valeurs. Et c'est ça qu'on a perdu un peu de vue depuis les années 80, en tout cas en France, où le management n'arrête pas, soutenu d'ailleurs par les décideurs politiques, à mettre en avant la notion du consensus, l'idée que dans l'entreprise, tout le monde a intérêt à sauver les emplois et donc à se positionner dans le cadre de la concurrence économique, de la mondialisation, et que tout le monde doit ramer dans le même sens. Et on a tendance, alors pas vous, je vous fais confiance, mais on a tendance, lorsqu'on est un jeune qui arrive sur le marché du travail, à oublier que les salariés n'ont a priori pas du tout les mêmes intérêts ni les mêmes valeurs au travail que les personnes qui les emploient, et que tout l'art du management, l'art des organisateurs du travail, consiste à imposer leur manière de voir le travail, leurs critères, leurs référentiels, et de les faire admettre par les salariés, en sorte qu'ils les trouvent légitimes. Il ne s'agit pas de maintenir une dictature en permanence lorsqu'on est manager. Donc je pense qu'il faut comprendre le travail du management comme celui qui consiste à trouver les méthodes permettant d'imposer un point de vue sur le travail particulier et de le faire admettre. Bon. Alors, il y a dans l'histoire de l'organisation du travail un consultant qui a prétendu résoudre, du point de vue du management, du point de vue des directions d'entreprise, de résoudre ce contentieux une fois pour toutes. Alors, je pense que vous voyez qui c'est ? Non, c'est Frederick Winslow Taylor. Taylor, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lorsqu'il a découvert et proposé et diffusé ces méthodes de travail, ce qu'il a appelé l'organisation scientifique du travail, il était à l'époque consultant, et il a vendu son modèle comme étant un modèle capable de répondre à ces exigences des employeurs, c'est-à-dire capable d'obliger les salariés à se désapproprier de leurs propres valeurs et de perdre de vue leurs propres intérêts au travail.
Alors, on sait très bien que l'organisation taylorienne du travail, c'est une organisation technique, hein, tout le monde a ça en tête, avec la parcellisation des tâches, la décomposition des métiers en tâches élémentaires, et puis avec des procédures imposées, des gammes opératoires et des délais impartis pour réaliser ces gammes opératoires. Bon. Tout ça, c'est très connu, l'émiettement du travail, la casse des métiers, la déqualification, et puis cet émiettement des tâches. Mais ce qu'on n'a pas nécessairement toujours en tête, c'est que fondamentalement, le taylorisme, c'est une philosophie sociale au service des directions d'entreprises de l'époque. Parce que la grande astuce de Taylor, qui a fait que le taylorisme a eu un succès planétaire et historique énorme. Même Lénine a introduit dans les années 20 le taylorisme en Union soviétique et ça s'est développé sous la forme du staccadovisme. Mais la grande astuce au fond du taylorisme qui le rend exceptionnel comme ressource du point de vue patronal, c'est qu'il inscrit dans la définition même du travail, dans l'organisation même du travail, la contrainte et le contrôle. C'est-à-dire que tout est pensé dans l'organisation du travail comme devant assurer une prise en main, une prise en charge permanente des salariés, de manière à les faire travailler selon des processus opératoires et selon des temporalités qui ne sont pas définies par les logiques de leur métier, qui ne sont pas définies par la façon dont ils jugent qu'il faut plus ou moins s'économiser au travail pour pouvoir durer sur la longueur, mais qui sont en permanence ajustés aux critères d'efficacité et de rentabilité voulus par le patronat. Alors l'organisation taylorienne du travail, c'est ça la grande astuce, c'est qu'elle imprime l'emprise patronale dans l'organisation du travail. Et de ce point de vue-là, c'est toute la rhétorique taylorienne que de dire « j'ai trouvé la one best way ». Et qu'est-ce que c'est que la one best way ? C'est la seule meilleure, si on traduit, façon d'organiser le travail. Pourquoi la seule meilleure ? Parce qu'elle prétend justement résoudre le contentieux. Les salariés, les ouvriers en l'occurrence à l'époque, ne sont plus en mesure de faire valoir leur point de vue professionnel sur le travail, leurs valeurs, leurs critères de métier, leurs intérêts qui sont effectivement de ne pas travailler trop dur et de se faire payer plus, mais ils sont tenus de se conformer à ce que l'employeur exige d'eux en termes d'efficacité du travail. Et c'est soit ils renoncent à travailler, ils s'en vont, soit ils acceptent les conditions qui ont été pensées, développées et mises en œuvre selon la logique taylorienne. Ça, il faut pas le perdre de vue. Et quand je dis philosophie sociale, c'est parce qu'aussi Taylor le présentait comme étant une source de consensus possible. Si on lit Taylor, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Taylor dans le texte, c'est très intéressant parce qu'il se présente comme un grand démocrate, il se présente comme quelqu'un qui veut apporter une justice dans le monde du travail pour augmenter la productivité. Et il dit il faut que le patronat renonce à son arbitraire despotique, ce sont ses propres termes, et il faut que la classe ouvrière arrête de s'en tenir à une flânerie systématique, c'est-à-dire à en faire moins que ce qu'il devrait faire pour que la productivité puisse profiter à tous les citoyens américains. Et sa philosophie sociale, pour réconcilier tout le monde, c'est de dire c'est pas le patron qui décide comment on va organiser le travail, c'est pas l'ouvrier qui impose non plus des rythmes de travail qui lui conviennent, c'est la science qui va départager tout le monde. Il dit il y a une lutte stérile et c'est la productivité qui en pâtit. Donc moi je fais intervenir un tiers extérieur et c'est la science, c'est la démarche scientifique qui va définir les manières les plus efficaces, les plus rentables pour travailler. Donc il faut comprendre que l'organisation taylorienne du travail et tout le taylorisme qui a été tellement développé par toutes les directions dans nombre de pays en voie d'industrialisation, c'est parce que c'est à la fois une organisation technique, c'est un mode de coercition, c'est un mode d'emprise absolument fondamental puisque ça inscrit la domination dans le procès de travail lui-même, et c'est aussi une philosophie qui prétend au consensus parce que, disait Taylor, à partir du moment où la productivité augmente, on peut payer plus les ouvriers. C'était toute son idéologie de l'époque, Pay for a Fair Day, qui a été ensuite reprise par Henry Ford, et il se présentait, il faut le comprendre à l'époque aussi, comme un démocrate parce qu'il permettait, c'était son discours,
de mettre au travail ces paysans qui subissaient l'immigration de la famine et qui venaient à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle du nord de l'Allemagne, de l'Irlande et de la Scandinavie, poussés par la famine. Ils allaient aux États-Unis, mais ils ne connaissaient rien du métier. Et il y avait les syndicats de métiers très puissants, ouvriers, qui tenaient le marché de façon un peu malthusienne. Et Taylor prétendait, grâce à son système qui déqualifiait, donc qui mettait à la portée de tout un chacun la possibilité de travailler, il prétendait qu'il apportait de la démocratie sur le marché du travail et qu'il donnait la possibilité aux pauvres paysans affamés qui arrivaient par bateau de façon tout à fait massive de trouver une place dans les entreprises et de gagner dignement leur vie. Donc c'est tout cet aspect qu'il faut comprendre, c'est que le boulot en gros des directions d'entreprise et des employeurs, c'est à la fois de trouver les moyens de la coercition, les moyens de la domination par le biais de l'organisation du travail et de trouver les moyens de le légitimer pour que les salariés y trouvent leur compte. Et ça a toujours été un des fondements de la démarche patronale et managériale. Or, ce qu'il faut comprendre maintenant, et on arrive un peu dans le vif du sujet contemporain, c'est que le taylorisme n'est plus cette ressource fondamentale du point de vue patronal, elle est de moins en moins efficace. Elle est de moins en moins pertinente maintenant. Pourquoi ? Alors, bon, il y a eu toute une série de facteurs. Il y a eu la remise en cause du taylorisme et de sa rigidité, de son côté déqualifiant, autoritaire, effectivement qui correspond à la prise en charge, la prise en main à tous les instants du geste ouvrier notamment. Bon, ça, on l'a vu à travers les événements de mai 68. La plus longue grève générale en France, en tout cas, où les gens criaient leur refus de l'autorité et de l'organisation taylorienne. Mais il y a toute une autre série de facteurs qui poussaient dans le sens d'une moindre efficacité du taylorisme. Alors, notamment, la concurrence exacerbée, mondiale, globale, qui se positionne non seulement sur la productivité, mais de plus en plus sur la réactivité et sur la qualité de ce qui est produit. Or, le taylorisme, qui est par définition une organisation rigide, est peu adapté à ce besoin de souplesse, de réactivité, d'inventivité et de production de qualité. Il y a aussi toutes les nouvelles technologies qui vont dans le même sens, qui rendent le travail plus difficile à programmer, plus incertain, parce qu'il faut échanger des données, il faut faire des diagnostics, même dans le travail ouvrier, il faut rentrer des données dans les machines. Bon, et puis, il y a un quatrième facteur qui est la nature même du travail. La nature même du travail a évolué de façon absolument significative dans les 30 dernières années. On est passé dans nos sociétés occidentales de sociétés majoritairement industrielles à des sociétés de plus en plus tertiaires avec une montée en puissance des activités de service. Or, à quoi correspondent ces activités de service et tertiaires ? Elles correspondent le plus souvent à des activités, à des situations de travail fluctuantes, incertaines, interactive, où on est en face d'un client, d'un malade, d'un élève, d'un usager. Et donc, c'est tout à fait difficile de programmer à l'avance, de planifier les gestes, les mots, les modalités d'adaptation à une demande, à un besoin d'une personne. C'est-à-dire que le travail avec autrui ou le travail sur autrui se glisse difficilement dans une pensée taylorienne, dans une pensée technique taylorienne. Donc, tous ces facteurs sociaux, de compétition technique et de l'évolution de la nature du travail vont dans le sens d'une remise en question de l'efficacité de la pensée taylorienne et de sa philosophie, de son organisation technique comme de sa philosophie. Donc, le management moderne, celui qui nous occupe maintenant, se trouve confronté de nouveau à un contentieux à ce contentieux que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est comment obliger
les salariés à travailler, non pas selon leurs intérêts, leur point de vue professionnel, leur culture de métier, leurs états d'âme, mais en fonction de ce que les directions d'entreprise exigent en termes de comportement professionnel. Comment est-ce qu'on fait quand on ne peut plus recourir à l'organisation taylorienne et qu'on se trouve à nouveau dans une situation de dépendance finalement vis-à-vis des salariés? Je vous rappelle que Taylor disait clairement « Je suis en train de mettre au point une organisation du travail qui ne dépende pas de l'état d'esprit des ouvriers, ils disaient à l'époque, ni de leurs états d'âme. » C'est tout l'enjeu, ne pas dépendre des états d'âme et de l'état d'esprit des salariés, mais parvenir à les faire travailler selon les critères de rentabilité qui importent. Et on sait que les critères de rentabilité sont de plus en plus serrés, de plus en plus prégnants maintenant avec la financiarisation du capitalisme. Donc voilà, toute la question à laquelle le management doit faire face maintenant, c'est par quoi je vais remplacer cette coercition, ce contrôle inscrit dans l'organisation du travail via la logique taylorienne. Je me retrouve dans des situations où je dépends de mes salariés. Parce que lorsque les situations de travail sont majoritairement des situations incertaines, des situations difficiles à planifier, à programmer, on est obligé de s'en remettre aux salariés. C'est à eux de trouver les solutions pour s'ajuster à des problèmes ou à des difficultés qui varient selon les interlocuteurs, selon les problématiques auxquelles ils sont confrontés. En gros, si on veut résumer de façon un peu parlante, on peut dire que l'enjeu, du point de vue du management, consiste à essayer de transformer chaque individu au travail dans des situations fluctuantes, comme en petit bureau des temps et des méthodes, pour s'appliquer à lui-même la logique taylorienne, c'est-à-dire de travailler selon une logique d'économie des temps et des coûts. C'est ça le cœur du défi pour le management. Obliger les salariés à penser en permanence dans des situations de travail qui sont sans arrêt fluctuantes et différentes, à penser aux solutions les plus rentables pour aborder les problèmes de son travail ou les missions qu'il a à remplir. Il faut que lui-même fasse, en gros, l'usage de sa personne en permanence de la façon la plus efficace et rentable possible, mais du point de vue de sa direction, du point de vue de ses employeurs. Voilà. Le défi est de taille quand même. Comment est-ce qu'on fait pour obliger les salariés à accepter cela, alors qu'on n'a plus les moyens coercitifs organisationnels que l'on avait auparavant dans sa sacoche d'organisateur du travail. Alors, quels sont les moyens qui ont été développés? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les tactiques que les directions modernisatrices, le management moderne, a mis en place pour essayer de parvenir à contraindre, entre guillemets, légitimement, le salarié à se comporter de cette façon-là? Alors, je prends l'exemple français, celui que je connais le mieux, que j'ai étudié, évidemment. Nous, on peut très bien voir les différentes couches, les différentes strates de politique managériale, politique patronale qui sont mises en place pour essayer de résoudre cette question. On a tout d'abord une individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et ça, on l'a vu se mettre en place de façon extrêmement concrète. Les historiens, les spécialistes de l'histoire sociale des entreprises en France en donnent des analyses extrêmement claires et convaincantes. À partir de 1973, le patronat français qui était réuni dans ses assises à Marseille a dit « il nous faut individualiser la gestion de nos salariés pour casser les logiques collectives qui sont tellement problématiques ». Par rapport à la secousse extrêmement traumatisante du point de vue patronal qu'a représenté la grève générale de 3 semaines en France. Il y a eu cette idée très intelligente, très rusée du point de vue du patronat français de l'époque, qui était de prétendre répondre
aux aspirations qui s'étaient manifestées lors de cette grande grève générale, tout en inversant un rapport de force qui était devenu défavorable, parce que la capacité d'action massive via les syndicats français, via aussi la mobilisation des salariés eux-mêmes était absolument phénoménale, puisqu'elle aboutit à une grève générale qui a tout paralysé pendant véritablement 3 semaines. Donc l'idée était très, très ancrée de parvenir à casser ça sans déclencher une guerre sociale ou une guerre idéologique. Et donc, la réaction patronale, ça a été sur le mode gaulliste de « nous vous avons compris ». Nous savons, oui, non mais toute l'astuce, et là, ça a été extrêmement difficile à combattre pour les syndicats. Cette individualisation, cette personnalisation de la relation de chacun à son travail, qui affaiblissait évidemment la capacité d'action et de contestation des salariés, a été très difficile à combattre parce que le patronat a surfé systématiquement sur les attentes, les besoins, les désirs qui s'étaient manifestés lors de la grande grève de 3 semaines. Et il reprenait ne pas perdre sa vie à la gagner, etc., etc., le besoin de se réaliser, de s'épanouir dans son travail. Oui, le patronat a dit, nous allons mettre en place toutes les procédures, tous les dispositifs nécessaires pour permettre à chacun d'être plus autonome, d'avoir une capacité d'initiative, d'être reconnu pour ses propres qualités, d'être reconnu pour ses connaissances personnelles. Et donc, pour faire cela, il nous faut mettre à mal, casser cette prise en charge collective et à l'ancienneté des salariés qui caractérisaient le fonctionnement qu'on appelle fordien des grandes entreprises de l'époque. Donc, introduire cette individualisation pour satisfaire les aspirations. Et on a vu très vite qu'en réalité, il s'agissait bien entendu de casser les collectifs, parce que les collectifs de travailleurs étaient la base qui a permis la contestation du taylorisme et qui permettait les formes de résistance auxquelles se sont heurtées les directions d'entreprise, et notamment de façon extrêmement conflictuelle en 68. Donc, casser tous les collectifs, toutes les procédures qui étaient mises en place à partir de la fin des années 70, y allaient gaiement. L'individualisation, par exemple, des horaires, les horaires variables. Bon, ça a l'air très bien. Quel syndicat pouvait contester les horaires variables? Mais à partir du moment où les gens n'embauchaient plus ensemble, ça voulait dire qu'ils ne prenaient plus nécessairement leur pause ensemble, qu'ils ne déjeunaient plus ensemble, qu'ils ne sortaient plus de l'entreprise ensemble. Ça compliquait énormément la vie syndicale. Hein. Le collectif se désagrégeait. Qui pouvait dire que c'était pas bien que les gens puissent avoir de la variété dans leur travail? Mais évidemment que c'était un progrès, sauf que les gens n'étaient plus côte à côte dans la durée, ne savaient plus le sentiment de partager un destin commun, n'étaient plus à échanger en permanence sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils vivaient, au filtre d'une morale ou d'une visée politique ou syndicale. Bon, et tout s'est fait dans les années 70, début 80, dans le même sens, l'individualisation des primes, puis l'individualisation même des salaires, enfin toute une série de procédures qui allaient toutes dans le même sens pour déstabiliser, désarticuler les collectifs de travail et faire en sorte de promouvoir dans l'entreprise une population d'individus au travail, en quelque sorte. Hein. Et on sait très bien que la clé de voûte de toute cette armature arrivera au début des années 90, et c'est l'entretien individuel de chaque salarié avec son supérieur hiérarchique, hein, qui condense cette individualisation, cette personnalisation de la relation de chacun à son travail, de la gestion du destin des salariés dans l'entreprise. Parce que c'est important, ces entretiens individuels. En découlent les primes éventuellement, en découlent les formations qui vont être données, en découle la carrière que peuvent avoir ou pas les gens dans l'entreprise, le maintien dans l'emploi. Hein. Donc ce sont des éléments très très importants. Mais qui aurait pu imaginer, dans les années 60 et 70, qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef pour se voir fixer des objectifs personnels, des objectifs individuels, et puis se voir un an après évalué dans ses performances individuelles, tout seul, sans être accompagné par un syndicaliste ou un représentant du personnel. Mais si vous aviez dit ça à un syndicaliste ou même à un ouvrier de l'époque, il se serait évanoui. Enfin, c'était totalement inimaginable. Et pourtant, c'est devenu la situation générale
Bon, effectivement, les gens râlent, considèrent que ça marche pas très bien. Cela dit, c'est considéré comme quelque chose de normal d'aller discuter tout seul, d'aller négocier, entre guillemets, son destin dans l'entreprise, tout seul, avec son chef, avec son supérieur hiérarchique. Bon, il y a eu toute cette individualisation, cette personnalisation qui est arrivée pleinement à maturité dans les années 90 et qui est la base sur laquelle s'est construite ensuite toute l'idéologie managériale moderne et s'est mise en place toute la politique managériale moderne. Alors, qu'est-ce qui s'en est ensuite? Parce que ça ne suffit pas, l'individualisation, pour asseoir une emprise et une domination sur les salariés et les obliger à travailler de la manière qu'on souhaite leur imposer. Ça ne suffit pas, évidemment. Alors, il y a eu plusieurs pistes qui ont été mises en place de façon extrêmement, systématique par le management moderniste, qui se superpose, qui se croise, qui concerne toujours la même population de salariés. Alors on peut par exemple noter à un moment donné une offensive idéologique. Je ne sais pas si vous avez eu ça en Suisse, mais en France, dans les années 80, toutes les entreprises se sont lancées à corps perdu dans un processus participatif. Allez, on va discuter, on va parler, on met en place des groupes ad hoc, des cercles de qualité, et on fait dialoguer les gens entre eux, notamment les chefs avec leurs subordonnés, des gens de services différents, et le tout c'est de distiller au fond une idéologie qui vise à pacifier les relations entre les salariés et leur hiérarchie, pour leur faire comprendre quelles sont les contraintes de l'entreprise. Alors on va développer aussi des mobilisations autour de la notion de culture d'entreprise. Une culture de l'entreprise. Il n'y a pas les cultures professionnelles, les cultures de métier, les cultures syndicales, les cultures politiques. Non. Il y a une culture à la géométrie entière de l'entreprise et tout le monde doit la comprendre, en être, y participer, la nourrir. Et il faut comprendre que beaucoup d'argent, d'énergie et de temps, d'heures ont été consacrés en France à ces démarches participatives où il fallait réfléchir sur l'identité de l'entreprise, sur les missions de l'entreprise et voir comment on pouvait y prendre place dans cette communauté à la mesure de l'entreprise qui se substituait à tous les autres collectifs, évidemment. Je ne reviens pas à les collectifs syndicaux, les collectifs professionnels. Non, c'est une communauté d'entreprise avec une identité. Certains disaient même une âme, ses missions et on se mobilise autour de ça. Il y a une offensive très très importante à laquelle a tout de suite été adossée une offensive éthique. En France, on a produit beaucoup de chartes éthiques, de codes déontologiques, de règles de vie pour proposer une morale du travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur vertueux? De toute façon, dans la guerre économique, il n'y a la place que pour les salariés vertueux dans l'entreprise. Mais qui sont les salariés vertueux? Alors, ils sont loyaux, pas à l'égard de leurs collègues ou de leurs clients, non, ils sont loyaux à l'égard de leur direction. Ils sont flexibles, ils sont disponibles, ils s'engagent à fond, ils visent l'excellence, ils acceptent de prendre des risques. Alors, dans cette morale du travail, on fait la guerre aux riscophobes, aux gens qui cherchent à se protéger, qui ne veulent pas se lancer dans le vide, qui ne veulent pas prendre des risques, qui se ménagent, qui se planquent. Non, le salarié vertueux, il est transparent, il prend des risques, il s'engage à fond, il fait confiance à son entreprise et l'entreprise peut lui faire confiance. Il y a eu beaucoup de temps, une fois de plus, et d'énergie ici, là aussi, consacrée à ces démarches éthiques. Et il y avait cette idée que l'éthique de l'entreprise, l'éthique du travail devait se substituer à l'éthique de la société et vraiment habiter chacun complètement. C'est une autre dimension qui doit être mise en avant. L'éthique du travail est première dans notre société compte tenu de la crise, compte tenu des exigences liées à la crise économique. Donc il y a eu aussi de façon extrêmement importante cette offensive éthique qui a pris une forme plus ludique à l'égard des jeunes. On a vu en France se développer un management vraiment pour les jeunes. Alors c'était
on va titiller leur esprit aventurier, vous voulez connaître le monde, découvrir le monde, on va vous envoyer dans le monde entier, on va miser sur vous, vous êtes des jeunes potentiels. Alors on leur met en place dans l'entreprise des terrains de tennis, des terrains de foot. Par exemple, on met en place des zones de repos qui correspondent à des soucoupes volantes qui distillent de la musique douce, techno je sais pas quoi, etc. Enfin, une prise en considération des aspirations des jeunes, hein, de leurs besoins, de s'éclater. Il y a un livre intéressant qui a été écrit par deux jeunes ingénieurs sur cette thématique-là, qui s'appelle L'Open Space m'a tué. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre, où ils expliquent comment on les stimulait vous allez vous déchirer au travail, vous allez découvrir que la vraie vie, elle est ici, les enjeux, etc. Et du coup, certains sociologues, de façon tout à fait intelligente, à mon avis, ont montré à quel point maintenant le travail était présenté par ce management, était mis en avant par le management comme pouvant satisfaire les aspirations les plus narcissiques. En fait, l'idée étant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que le management ne faut pas imposer de façon qui pourrait paraître illégitime une nouvelle forme d'organisation du travail. Il faut toujours trouver les moyens qui permettent aux salariés de comprendre qu'ils sont gagnants. On change leur organisation de travail, on leur demande beaucoup plus, on leur demande de s'impliquer, de s'engager, etc. Mais au fond, ils vont être gagnants parce que grâce à cela, ils vont pouvoir se découvrir. Ils vont découvrir des qualités qu'ils n'avaient jamais pensé posséder au fond d'eux-mêmes et qui se révèlent face aux défis que leur lance le management, face aux difficultés qu'ils vont parvenir à dépasser, etc., etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a une évolution dans cette idéologie, dans cette éthique, dans ce champ qui est mis en place par le management, qui consiste à extraire le travail de la société, en fait. Parce que le travail, c'est un enjeu de société. En France, ça a toujours été un enjeu de société. Et au fond, le travail, c'est le cordon ombilical qui relie chacun, sur son lieu de travail, avec la société, avec les enjeux économiques, sociaux, culturels, mais aussi moraux de la société. On travaille pour prendre place de façon citoyenne et légitime dans la société. On contribue à l'interdépendance qui est fondatrice du vivre ensemble à la base de la société. C'est ça le travail. Et c'est ça qui donne du sens au travail et qui fait qu'on peut penser les enjeux du travail comme étant des enjeux collectifs, hein, des enjeux qui concernent la société. Eh bien, le management a tendance à transformer ce rapport au travail, qui est un rapport de socialisation, pour en faire un rapport de chacun à son travail, entre soi-même et soi-même. Voilà, qu'est-ce qu'on gagne à travailler sur le plan symbolique, sur le plan psychologique, sur le plan narcissique, sur le plan de l'idéal du moi, etc. Et c'est vrai que les enjeux du travail tels qu'ils sont mis en scène par le management moderniste sont plutôt de cette nature-là que de dire on travaille pour la société, la qualité du travail c'est en fonction des besoins réels des consommateurs. Non, on travaille pour s'éclater au travail, pour montrer qu'on est meilleur que les autres, qu'on est les plus forts, qu'on fait avaler n'importe quoi aux clients. Donc il y a une dimension en fait qui consiste à rabougrir le périmètre d'investissement subjectif de chacun dans son travail. On ne travaille plus pour quelque chose d'utile, on ne travaille pas pour que la société continue et se développe et aille vers le progrès, et on ne travaille pas en fonction de valeurs éthiques et de valeurs citoyennes. Non, on travaille pour son entreprise, ça c'est le b.a.-ba, bien inscrit dans l'éthique, dans les chartes éthiques, et puis pour soi. Voilà. Le travail devient en gros une affaire solitaire, une affaire personnelle, et c'est plus une affaire de société, c'est plus un enjeu de société. Et c'est bien pour ça que les syndicats rament de plus en plus, n'arrivent pas à faire passer leur idéologie, leur posture politique, parce que quand le travail a tendance de plus en plus à être perçu comme un enjeu personnel, un enjeu individuel, on ne voit plus quel rôle le syndicat véritablement peut prendre dans cette affaire-là. Donc voilà,
individualisation, idéologisation, moralisation, mais d'une certaine façon, du travail, sont des moyens qui ont été largement mis en place par le management moderne pour se substituer au taylorisme qu'on ne peut plus mettre en place. Et donc, il faut trouver des moyens qui permettent au fond de sous-traiter aux salariés l'organisation de leur propre travail. Parce que c'est la situation, c'est en gros l'orientation la plus efficace, que chacun développe l'organisation de son travail en fonction des problématiques de ces situations de travail. C'est logique, mais comment fait-on pour les obliger à le faire de la façon la plus rentable et la plus efficace possible, et non pas en fonction d'opinions politiques ou citoyennes, ou en fonction de finalités qui ne seraient pas celles de l'entreprise. Il y a tout ça, mais il y a aussi des choses plus concrètes, plus pragmatiques. Alors, au niveau de l'organisation du travail, il y a quand même des méthodes de contrainte et des méthodes de contrôle. Alors, les contraintes, ce sont, ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, tous ces entretiens individuels où on fixe des objectifs aux salariés. Donc, on va se les mettre un petit peu sous pression, sous tension. On va leur imposer des choses. On va leur imposer des objectifs. Et souvent, selon la logique du toujours plus. Et les évaluations sont souvent une faible reconnaissance des efforts réels du travail et des résultats réels du travail, mais c'est plutôt des évaluations. Tu peux mieux faire, tu peux faire plus, pardon. C'est un peu dans cette logique-là. Donc, l'organisation du travail ne peut plus prendre en charge, comme elle le faisait dans la logique taylorienne, mais elle se focalise sur la pression qu'on peut mettre sur les salariés pour les obliger à se défoncer au travail, justement, et puis sur le contrôle. Alors, on met en place de plus en plus de reporting, et puis on met en place aussi des manières de travailler de plus en plus standardisées, même chez les cadres, même pour les gens qui sont dans les R&D, etc. Donc, on crée, on standardise, on rationalise, on contrôle via les reportings, etc. Tout ça participe de la même logique. Et puis, il y a un élément aussi qui me semble très très important, c'est la précarisation des salariés. Il faut non seulement les individualiser, non seulement les séduire, les convaincre, les persuader en les entraînant sur cette pente narcissique, sur cette pente ludique, sur cette pente éthique, mais il faut vraiment, pour asseoir la domination, il faut les fragiliser, il faut les vulnérabiliser. Alors, ça, c'est une politique qui est systématiquement mise en place, qui ne s'avoue pas comme telle, évidemment, et qu'on peut repérer à travers deux prismes. Il y a celui de la précarisation objective. Bon. Parce qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais en règle générale, les salariés sont plutôt protégés par un code du travail qui, même s'il est grignoté régulièrement, et ça menuise comme une peau de chagrin, est encore assez protecteur. C'est-à-dire que, au fond, même si on a des flux importants d'emplois précaires, en termes de stock, la grande majorité, 75% de la population, bénéficie de contrats à durée indéterminée, protégés dans le cadre du Code du travail, et sont aussi fonctionnaires. Bon. Donc ça, c'est une population difficile à bouger, mais on peut jouer, et ça, le précariat se développe pour, d'une certaine façon, disciplinariser les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ils passent tous par des emplois précaires, que ce soit de l'intérim, des contrats à durée déterminée, du travail saisonnier, du travail de stagiaire, du travail à temps partiel imposé. Bon, tous font l'expérience d'emplois tout à fait vulnérables et qui impliquent de se conformer à ce qu'on attend, à ce que le management attend de vous. Hein. Quand on est en intérim ou surtout en contrat à durée déterminée et qu'on attend comme le Graal d'être embauché à contrat indéterminé, on ne va pas chercher à opposer un point de vue professionnel et à dire non, il ne faut pas faire comme ça, moi je sais mieux, etc. Donc on se moule, on est discipliné, on en refait plus parfois, on en rajoute. Et ça, c'est très bien. Le management apprécie beaucoup ces moments qui agissent un petit peu comme autant de temporalité, de disciplinarisation des jeunes au travail. Mais bon, le gros des salariés, comme je vous l'ai dit, est plutôt
en CDI et en fonctionnaire. Et là, comment fait-on pour mettre au pas cette population de salariés qui est protégée dans leur emploi? Quel type de menaces on peut faire peser pour les obliger à renoncer à leurs propres intérêts, leurs propres valeurs professionnelles ou citoyennes et accepter de travailler selon les critères voulus par l'entreprise? Voilà. Là, c'est beaucoup plus délicat. Et je pense que le concept de précarisation subjective est assez pertinent pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que la précarisation subjective? C'est parvenir à ce que des salariés qui sont dans des emplois stables puissent se sentir précaires, même s'ils ne le sont pas, puissent vivre leur travail subjectivement dans la précarité. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui est pas évident à comprendre, mais que l'on voit véritablement quand on fait des enquêtes dans les entreprises. On voit qu'il y a cette stratégie systématique de déstabilisation et de vulnérabilisation des salariés stables pour qu'ils acceptent de se raccrocher aux seuls critères voulus par l'entreprise et de renoncer à leur point de vue personnel, professionnel, voire quand ça subsiste encore collectif sur le travail. Cette orientation, elle m'a été dite explicitement par des managers qui n'ont pas parlé de précarisation subjective, mais j'ai souvent entendu dans des grandes entreprises des managers qui disent, vous comprenez, nous, notre boulot, surtout en RH, c'est de secouer le cocotier. C'est aussi, certains m'ont dit, de produire de l'amnésie. Il faut que les salariés oublient comment ils bossaient avant pour accepter de travailler comme on veut qu'ils travaillent dans le cadre de la guerre économique et des conditions modernes que nous vivons à l'heure actuelle. Donc ils ne se cachent pas, ils disent on ne peut pas faire avec la population de salariés qu'on a, qui est enquistée dans ses habitudes, ses routines, son petit bien-être. Mais ils le disent, ça, on ne peut pas faire avec. C'est une population qui n'est quasiment pas accessible à notre influence, à nos incitations, à nos consignes de travailler. On ne peut pas. Et il y a cette idée qui est farouchement inscrite dans les esprits des managers qu'en France, ils sont défavorisés par rapport aux autres pays. Parce que les Français sont beaucoup plus enracinés dans deux choses. La première, c'est le souvenir de l'idéologie de la lutte des classes qui a quand même marqué de façon extrêmement forte les années 50, 60, 70, puis même avant. Donc l'idée de la confrontation, de la lutte, de la résistance. Les managers français sont obsédés par ce passé français, très stigmatisant pour eux, et puis parce que certains sociologues comme Philippe Diribarne appellent la logique de l'honneur. Il y a de plus en plus d'enquêtes et de recherches qui montrent que les salariés français ont tendance à mettre leur honneur dans leur travail, plutôt que de se situer dans une relation contractuelle. Dans certains pays, anglo-saxons notamment, les salariés se sentent redevables par rapport à leur employeur uniquement dans les termes de leur contrat de travail. C'est-à-dire, si on me fait travailler d'une manière que je réprouve, parce que je la trouve pas astucieuse professionnellement, je la trouve pas très réglementaire, je la trouve pas très... Bon, c'est pas mon problème. C'est le problème de l'employeur. C'est lui qui m'emploie, c'est lui qui me paye, il me demande de travailler comme ça, je le fais. Je schématise, je caricature un petit peu. Et certains sociologues mettent en avant le fait que dans d'autres pays, et notamment la France, les gens, non, ils ne supportent pas qu'on leur fasse faire quelque chose qui soit contraire à leur sens du métier, à leur culture du métier, à ce qu'ils savent, à ce qu'ils connaissent, et puis éventuellement à leur éthique du travail personnelle ou citoyenne. Et donc, ils vont mener la bagarre en disant non, il ne faut pas travailler comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est moi le professionnel, évidemment vous me payez, mais je vous dis, on ne fera pas comme ça. Bon, je schématise, hein, mais il y a cette idée qu'en France, le management a cette idée qu'il est pénalisé, et donc il doit faire plus d'efforts que les autres managers des autres pays pour mettre sa population de salariés au pas et lui faire endosser les habits du travailleur moderne qui ne pose pas de questions et qui se défonce selon les indications, les orientations et les consignes de leur direction. Donc là, l'idée d'un salarié
qui va trop bien qui maîtrise bien son travail, qui se sent bien dans son travail, avec ses collègues, qui a l'habitude, qui a l'expérience de son travail, ça va être un résistant potentiel. Ça va être un résistant potentiel. Il va s'opposer, il va dire qu'il sait mieux, il va vouloir s'opposer, il va contester, ou sinon il va même faire en douce, différemment. Bon. Mais ça c'est quelque chose qui est quand on est un manager, c'est une préoccupation fondamentale que de parvenir à briser ça. Et donc, ce à quoi on assiste en règle, et qui est la base même de la précarisation subjective, c'est à une attaque en règle de l'expérience des salariés. C'est parce que l'expérience, c'est la ressource fondamentale du salarié qui lui permet de s'opposer, de résister, de contester, sur des bases légitimes. J'ai mon expérience du travail, je sais comment il faut travailler. Alors l'expérience du travail, elle est aussi coagulée dans les métiers. Parce que le métier, c'est une expérience collective coagulée, validée, rénovée, mais c'est bien la base du métier que l'expérience. Donc on assiste, en règle générale, dans le cadre de cette déstabilisation, de cette précarisation subjective, à une attaque en règle des métiers. On le voit très bien dans le monde hospitalier, où c'est très très clair. On le voit très bien dans le monde enseignant, où c'est aussi limpide. On va dire à ces professionnels qu'est-ce que c'est qu'enseigner, qu'est-ce que c'est que la pédagogie, comme on va dire aux médecins qu'est-ce que c'est que soigner, qu'est-ce que c'est que prendre en charge un malade et comment on le fait. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de se substituer au métier pour forcer les professionnels à travailler selon les méthodes qu'on veut qu'ils utilisent. Et donc cette attaque en règle de l'expérience ou des métiers se fait essentiellement à travers les restructurations permanentes, le changement permanent. C'est-à-dire qu'on va précisément produire des désapprentissages permanents. On va faire en sorte que les gens ne puissent pas tirer le bénéfice des années où ils sont restés à réfléchir sur leur travail seuls ou avec des collègues, où ils ont expérimenté, où ils ont testé des trucs, validé collectivement ou renoncé, etc., etc. C'est ça qui va être attaqué et on assiste dans toute cette révolution managériale à des réformes incessantes, des recompositions de métiers, des fusions de services, des déménagements géographiques, des externalisations d'activités, des concentrations, des partitions de départements et qui se recomposent autrement. Sans arrêt, comment on va demander au cadre une mobilité systématique. Un bon cadre ne reste pas plus de 2 ou 3 ans sur place, il bouge, il circule. Et on voit bien, quand on va dans ces entreprises, à quel point se plaignent de ne plus s'y retrouver du tout. Les gens vous disent parfois qu'ils ne savent plus se situer dans les organigrammes, ils ne savent plus exactement de quel chef ils dépendent, ils n'ont pas accès aux dossiers, ils ne savent pas où sont les références dont ils ont besoin, et ils sont en permanence en situation de réapprentissage. Il faut qu'ils apprennent. Et en gros, ils le disent, ils sont au bord de la situation d'incompétence en permanence. C'est-à-dire que dès qu'ils sont bons, ils se sentent compétents et qu'ils savent qu'ils vont y arriver, clac, on les bouge. On change leur truc, on change leur boulot, leur mission, leur truc, on les change de service, on leur change les chefs, etc., etc. Et il faut recommencer. Et il y a cette idée qu'à ce moment-là, les salariés seront obligés de se raccrocher aux méthodes standardisées que l'entreprise veut propulser, aux consignes, aux manières de faire, etc. Et qu'ils n'auront absolument aucune légitimité à contester quoi que ce soit, puisqu'ils ont l'expérience de rien du tout et qu'ils sont toujours à la limite de la compétence ou de l'incompétence. Donc, ce sont effectivement des salariés fragilisés dont le management estime avoir besoin pour parvenir à imposer et légitimer ces manières de voir le travail, ce qu'est un médecin, ce qu'est un enseignant, ce qu'est un cheminot, ce qu'est un opérateur sur sa chaîne. Voilà, mais c'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Et la précarisation subjective est une voie qui se développe de plus en plus. Et c'est elle qui est la source de la souffrance dont on parle tellement en France. C'est elle
qui conduit les gens à douter de leurs propres valeurs, à être en permanence dans des situations d'angoisse, parce qu'ils ne sont pas sûrs de la qualité du travail qu'ils ont fait. Moi, j'ai vu des cheminots qui disaient, on livre, qui était à l'entretien de locomotives, on n'est pas sûr parce qu'on ne connaît pas bien, notre collectif ne connaissait pas, on n'a plus les anciens qui nous disaient que, on ne sait plus avec qui vérifier. De la même manière que des cadres me disaient, bon, mon dossier je l'ai bouclé en temps parce qu'on m'a obligé, mais je suis sûre de rien. Comme certaines infirmières disent, quand je rentre à la maison, je reste une heure angoissée près du téléphone avec la peur d'un coup de fil qui me dirait tu t'es trompé, il y a un patient qui est en détresse respiratoire parce que t'as pas pris le bon médicament. Mais c'est vrai qu'on lui change tout le temps ses médicaments de plage, qu'on la change de service, etc., et qu'elle ne s'y retrouve pas. Donc les gens sont dans des situations de souffrance parce que non seulement ils doutent de leurs propres valeurs, eux qui étaient des bons professionnels, ils se retrouvent en situation d'incertitude, ils ont véritablement un questionnement de leur capacité cognitive, ils n'y arrivent plus, ils ne sont pas sûrs, etc. d'eux-mêmes. Et puis, la peur de provoquer des catastrophes, la peur de nuire à autrui par leur travail. Donc, la souffrance, elle vient de là, elle vient de cette espèce de boule, d'autant plus forte que il n'y a plus les autres, les collègues avec lesquels on est mis systématiquement en concurrence pour pouvoir se confier, pour pouvoir se faire réconforter, pour pouvoir échanger, pour trouver des conseils, pour se faire aider. Il n'y a plus ça. Le travail est devenu une épreuve solitaire. C'était auparavant une expérience collective partagée, c'est une épreuve solitaire. C'est un corps à corps de chacun avec son travail permanent, épuisant. Les gens sont épuisés. En France, ils passent leur temps à prendre des médicaments, des tranquillisants. Ils n'en peuvent plus, ils sont obsédés par leur travail parce que ça les taraude tout le temps de ne pas y arriver ou d'avoir des difficultés pour y arriver ou d'avoir peur de ne pas y arriver. Et ça les préoccupe pendant les heures hors travail. Les couples vont mal, les familles vont mal. Tout ça crée un climat d'insécurité. Vous savez que, par exemple, en France, chaque année, c'est très intéressant, il y a des statistiques, des sondages, pardon. Et d'une année sur l'autre, entre 50 et 60% des Français n'excluent pas de se retrouver un jour SDF. Alors que nous avons 75% de la population active qui est en CDI et qui est fonctionnaire. Donc ça vous montre le sentiment, effectivement, de précarité subjective, le sentiment d'impuissance, d'angoisse, d'incertitude dans lequel sont plongés une bonne partie de la population, les salariés français. Ils ont vraiment peur de ne pas arriver à garder leur place, de ne pas arriver à remplir les objectifs qu'on leur fixe, donc à se faire mal évaluer parce qu'ils sont mis dans ces situations de relative incompétence. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces employeurs, de mettre des salariés en situation d'incompétence, ça n'est pas efficace, ça n'est pas rentable. Bon, c'est la réaction logique qu'on peut avoir par rapport à cette analyse. Eh bien, je dirais que, paradoxalement, ça tient encore, ça marche. Ça s'explique facilement quand on regarde la pyramide démographique des entreprises françaises. C'est entre 28 et 48-52 ans. Après 52 ans, on est un senior, on vous évacue. Vous savez qu'on a le taux d'inactivité des seniors le plus élevé en Europe, en France. Parce que très vite, les gens ne tiennent plus. Et on n'en veut plus. On ne veut plus de ces gens-là qui risquent de ne plus pouvoir continuer à ce rythme-là, qui sont déjà totalement épuisés. Et bon, vous avez vu comment la question de l'épuisement a été au centre des manifestations pour les retraites. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour durer dans des conditions pareilles, où on est tout le temps sur le fil du rasoir, on est dans des logiques d'épuisement, on n'a jamais cette possibilité de se sentir bien, à l'aise dans son travail, de le maîtriser, et de pouvoir travailler normalement. Non, il y a toujours cette tension, cette pression. Je vous rappelle que Lombard, qui était président de France Télécom, quand il y a eu cette affaire des suicides, il a dit en sortant du cabinet de son ministre, oui, je crois que nous allons pouvoir relâcher la pression pendant 3 mois. Bon, ça en dit long sur le fonctionnement normal d'un management dans une grande entreprise. Voilà. Et alors, donc, la pression est énorme, mais les gens, sur cette durée limitée, se démènent comme des diables pour y arriver malgré tout. Et l'épuisement, il est là, la souffrance, elle est là, mais les salariés français, pour l'instant, développent des trésors d'intelligence, d'inventivité,
de bonne volonté et s'astreignent à un travail de façon extrêmement engagée pour parvenir malgré tout à faire en sorte que les entreprises tournent, que le travail se fasse, que les produits sortent, que les services soient rendus, etc. etc. Alors, la question se pose, est-ce que ça pourra durer longtemps? Jusqu'à quand? On voit bien les dégâts du point de vue de la société. On a une consommation de médicaments, on a l'augmentation des maladies professionnelles. Une bonne partie des psychanalystes de ville disent que maintenant, leurs patients ne leur parlent pratiquement plus que de leur travail, et non plus de problèmes privés. Bon, on voit qu'il y a véritablement, du point de vue de la société, un énorme problème lié à cette forme de mobilisation des salariés dans les entreprises. Mais pour l'instant, je dirais que la logique managériale, c'est de se tenir à ça. Voilà, de se tenir à ça en se disant, à un moment donné, ça portera ses fruits et les salariés français vont changer. Ils vont comprendre qu'ils n'ont pas à avoir de point de vue sur le travail, que c'est nous qui sommes les responsables des emplois, c'est nous qui nous battons pour garder les emplois dans les entreprises. Et comme certains disent, il faut que les salariés soient les militants inconditionnels de leur entreprise, qu'ils soient des soldats loyaux, qu'ils aillent au combat avec les consignes qu'on leur donne. Et à ce moment-là, bon, on pourra effectivement envisager d'autres modalités de mise au travail et d'autres formes d'organisation du travail. À partir du moment où on pourra leur faire confiance. Parce que tout l'enjeu, il est là, c'est que le modèle managérial moderne est fondé sur une défiance totale à l'égard des salariés. Totale. Alors, maintenant, on le dit de plus en plus, on entend sur les plateaux de télévision, on le lit dans les journaux, on entend de plus en plus dire les salariés et leurs syndicats, ça fait belle lurette qu'ils ont renoncé à la lutte des classes, mais pas le management. Le management reconnaît qu'il est complètement inscrit dans la logique de la lutte des classes. Certains le disent, oui, on comprend qu'il faut qu'on arrive à gagner pour qu'on s'en sorte. Il faut qu'on fasse passer nos logiques, notre rationalité, notre philosophie managériale dans la tête des salariés français. L'enjeu, il est là. Et tant qu'on n'y arrivera pas, on sera obligé de mettre cette pression, cette tension et d'introduire cette espèce de marquage à la culotte, si on peut dire, de chaque salarié français. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Non. Je crois que vous avez encore 5 minutes. 5 minutes, bon. Okay. Alors, puisque j'ai 5 minutes, je vais peut-être avancer une idée qui est peut-être intéressante dans ce cadre-là, que on assiste en réalité à des choses qui sont absurdes. Bon, se fonder sur la défiance systématique à l'égard des salariés, c'est une absurdité managériale, parce que il faut bien le dire, la majeure partie des salariés n'ont pas en tête de partir en guerre systématiquement contre leur direction et leurs employeurs. Ils ont en tête de faire du bon boulot et d'utiliser leur savoir-faire, leurs compétences et leur intelligence pour faire ce bon boulot. Et c'est ça qui est mis à mal, qui est contrarié par et les standardisations, les restructurations, et les standardisations d'un côté, les restructurations de l'autre, qui perturbent cette possibilité, cette capacité pour les salariés de faire véritablement du bon travail et d'y trouver du sens. Bon, ça, c'est une absurdité. Et ce que l'on voit encore de façon plus, à mon avis, spectaculaire, c'est l'absurdité qui consiste à déverser dans le secteur public une logique inspirée uniquement du management privé, alors qu'il y a des formes de mobilisation des agents du secteur public qui sont exactement celles que vise le secteur privé, pour ces entreprises privées. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur public et qui est en train d'être piétiné par le New Management public, le New Public Management, etc., par la LOLF, par la RGPP? Eh bien, ce qu'on voit, c'est une éthique professionnelle, une adhésion aux missions de l'institution, la capacité d'engagement, la capacité de dévouement. Enfin, quand on pense à la façon dont les agents d'EDF, y compris la nuit,
de Noël ou du Nouvel An montaient sur les poteaux parce qu'il y avait une tempête et que ça privait d'électricité nombre de foyers, ils y allaient. Ils n'y allaient pas parce qu'on leur disait il faut y aller à l'extérieur, mais parce que d'eux-mêmes, ils pensaient que c'était leur devoir, au nom du service public, au nom de la continuité du service public, de faire ce boulot-là. Ils y allaient de bon cœur et ils ne demandaient rien à personne et ils le faisaient. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que cette éthique professionnelle, cette posture particulière qu'on trouve très développée dans le cadre du service public, elle est totalement attaquée par des modalités de modernisation qui appliquent tout ce que je développais de façon tout à fait systématique, c'est-à-dire contrôle, rationalisation et en plus décomposition par activité, calcul de la rentabilité par activité, etc., casse des métiers. Donc on voit à quel point tout ce qui était précieux dans le secteur public, c'est-à-dire ce rapport spécifique, spécial, unique de chacun à son travail en termes d'adhésion au service rendu, d'identification à ce service, c'est précisément ce que n'arrive pas à faire naître dans le terreau des entreprises privées, un management qui veut forcer les salariés à être loyal, dévoué, etc., à une cause qu'ils n'arrivent pas à laquelle ils n'arrivent pas à s'identifier parce que justement on les met dans ces situations de malaise, de mal-être, de précarité subjective, on les bafoue dans leur professionnalité et donc on voit à quel point tout ce nouveau modèle qui est en train de se mettre en place est un modèle qui, à mon avis, ne pourra pas durer déjà, et en même temps se fonde sur des bases qui sont à l'encontre de la place, du rôle que le travail devrait jouer dans notre société. Voilà. Merci.